Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui a de quoi faire un peu grincer des dents. Ah oui, surtout en France. Surtout en France où le diplôme est vraiment vu comme un sésame. Notre discussion s'articule autour d'un livre d'Olivier Roland, avec un titre, il faut le dire, volontairement provocateur. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est un titre qui interpelle, c'est sûr. Clairement. Mais au-delà de la provocation, il y a une vraie philosophie. C'est une proposition d'alternative, une alternative concrète au parcours qu'on connaît toutes et tous. Le fameux études, diplôme, métro, boulot, dodo. C'est ça. L'idée centrale, c'est de décortiquer le mode d'emploi de ce qu'il appelle le rebelle intelligent. Alors, ce n'est pas un anarchiste, hein, mais plutôt un architecte de sa propre vie. Oui, quelqu'un qui construit son chemin sur deux grands piliers. D'un côté, l'auto-éducation constante et de l'autre, un entrepreneuriat à risque minimisé. Notre mission, c'est vraiment d'extraire les stratégies, les changements de mentalité de cette approche. Absolument. Et je pense que ce qui est important de dire dès le début, c'est que ce n'est pas un pamphlet contre l'éducation ou contre le salariat. Non, ce n'est pas ça. C'est une proposition de construction. Le livre ne dit pas rejeter tout, mais plutôt analyser le système, comprenez ses limites pour vous et construisez votre propre système. Soit par-dessus, soit à côté. C'est ça. Il s'adresse vraiment à ceux qui sentent un décalage, une frustration face au chemin tout tracé. Un sentiment que le monde en fait a changé plus vite que les cartes qu'on nous a données. C'est le diagnostic de départ. Il utilise une image très forte, celle du piège des pantoufles en ciment. Oui, elle est excellente cette image. C'est une métaphore puissante pour décrire comment une situation qui a l'air idéale, un bon CDI, un bon salaire, la sécurité, peut en fait devenir une prison dorée. On s'installe. On s'installe, on prend un crédit, puis la voiture, les enfants arrivent, et chaque élément de confort ajoute une couche de ciment autour de nos pieds, et ça rend tout changement de plus en plus terrifiant. C'est un concept qui parle à beaucoup de monde, je pense. Parce que ça touche à un paradoxe très humain. Notre désir de sécurité qui entre en conflit avec notre désir de liberté. Oui, exactement. Au début, le CDI, c'est un tremplin. 10 ans plus tard, ça peut devenir une ancre. Le livre cite d'ailleurs Benjamin Franklin. Ah oui. Celui qui sacrifie sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. L'idée, c'est pas que la sécurité est mauvaise, mais c'est de nous alerter sur son coût caché. Le vrai coût, c'est l'érosion du champ des possibles. Et logiquement, cette analyse critique, elle remonte à la source, le système éducatif. Le reproche principal qui est fait, c'est pas tant sur la connaissance pure, non. Et c'est sur le manque de ce qu'il appelle le pratico-pratique. On apprend des choses, mais elles sont souvent théoriques, déconnectées, et donc on les oublie très vite. Exactement. Le livre donne des exemples assez cinglants. L'un des plus parlants pour moi, c'est le plan informatique pour tous, lancé en 1985. Ah oui, je me souviens de ça. Un investissement massif, l'équivalent de 471 millions d'euros, pour former les jeunes sur des ordinateurs Thomson qui, au moment où ils arrivaient dans les écoles, étaient déjà dépassés. Déjà obsolète, voilà. C'est l'illustration parfaite d'un système lourd, centralisé, qui a du mal à suivre le rythme. Un autre exemple, c'est les langues. Après des centaines d'heures de cours, une stat est citée, seulement 19% des Français se sentent capables de tenir une conversation de base. Le rendement est incroyablement faible. C'est ça, on apprend la grammaire, mais on n'apprend pas à parler. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout jeter? Déscolariser, n'est plus faire confiance au système, ou c'est plus nuancé? Beaucoup, beaucoup plus nuancé. La proposition, c'est pas de rejeter, c'est de prendre la responsabilité de son éducation en main. Ok, c'est le principe de l'auto-éducation pragmatique. Il faut compléter, voire corriger les lacunes du système. L'exemple pour les langues est simple mais brillant. Utiliser les trajets quotidiens, si on passe 1 heure par jour dans les transports, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Ça représente plus de 200 heures par an. En écoutant des podcasts dans une langue étrangère pendant ce temps perdu, on peut doubler le volume d'apprentissage du collège. Mais en immersion, ce qui est bien plus efficace. Cette idée de prendre sa responsabilité est centrale, mais pour y arriver, le livre insiste sur un changement de mentalité, un truc fondamental, devenir un bon sceptique. Oui, Et j'avoue que la distinction entre le bon et le mauvais sceptique m'a beaucoup parlé. c'est un point absolument crucial. Le mauvais sceptique, c'est un peu notre réaction par défaut. Dicté par l'ego, ça rend. Oui, voilà. Face à une idée nouvelle, sa réaction c'est bah, c'est n'importe quoi. Si c'était vrai, ça se saurait. C'est une posture de défense qui ferme la porte. Alors que le bon sceptique, lui, il aborde la nouveauté avec une curiosité prudente. Il se dit plutôt
Tiens, c'est intéressant. Ça va à l'encontre de ce que je crois. Comment est-ce que je pourrais tester ce principe à toute petite échelle pour voir si ça marche pour moi? C'est une approche scientifique appliquée à sa propre vie. Précisément. Et l'exemple utilisé est génial, c'est Warren Buffett. Oui. Il lit le fameux Comment se faire des amis. La plupart des gens le lisent, se disent oh oui, c'est pas mal. Et Et puis le range sur une étagère. voilà. Buffett, lui, il l'a abordé en bon sceptique. Il a pris chaque principe, sourire, retenir les prénoms, tout ça, et il s'est lancé des défis pour les mettre en pratique. Activement, il a testé, mesuré et intégré ce qui fonctionnait. Il n'a pas cru, il a vérifié. Exactement. Il a transformé une connaissance passive en compétence active. Et le livre suggère que c'est une des clés de son succès. Ok, c'est une discipline en soi. On passe de consommateur d'infos à expérimentateur. Alors, une fois qu'on a cet état d'esprit, on commence par où? Les sources parlent de hacker son éducation? Oui, alors ça sonne un peu gadget, mais derrière, il y a des techniques très concrètes. L'idée, c'est d'utiliser des techniques qui ont un effet de levier sur nos capacités. Le livre s'appuie sur des études qui montrent que l'intelligence, le facteur G, n'est pas totalement fixe. On peut l'entraîner. On peut l'entraîner. Et la technique mise en avant, c'est un exercice cérébral, le dual Nenbach. Alors là, il faut qu'on s'arrête un instant. Parce que ma première réaction en lisant ça a été encore un de ces jeux de mémoire un peu bidon. Ça a l'air incroyablement austère. Et c'est une excellente question, parce que oui, c'est austère. Mais le livre répond en s'appuyant sur la science. Ce n'est pas un simple jeu de mémoire. Le dual Lenbach entraîne la mémoire de travail, qui est une composante clé de l'intelligence fluide. Ok. Et les sources citent une méta-analyse, donc une étude qui compile 30 autres études, et elle montre un gain moyen de 6,2 points de QI. Ah oui, c'est significatif. C'est très significatif. Il y a des logiciels gratuits comme Brain Workshop. La promesse, c'est pas de devenir Einstein, hein, mais d'améliorer sa concentration, sa résolution de problèmes. C'est un investissement. C'est comme aller à la salle de sport, c'est pas toujours fun, mais les bénéfices sont réels. D'accord, je vois. Mais l'intelligence pure, ça ne fait pas tout. J'imagine qu'il faut d'autres compétences. Absolument. Le livre présente un triptyque. Intelligence, volonté et énergie. Pour la volonté, il utilise la métaphore du muscle, Qui se fatigue? qui se fatigue, mais qui peut aussi s'entraîner. Et pour ça, 2 hacks de vie à haut rendement sont proposés. Le premier, c'est la méditation. Encore un sujet où on entend tout et son contraire. On s'imagine qu'il faut faire le vide, s'asseoir en lotus 1 heure, C'est ça. et c'est un mythe que le livre déconstruit très bien. Le but, c'est pas de faire le vide, c'est d'entraîner son attention. Et il propose de commencer tout petit, 5 minutes par jour, Seulement. seulement. L'exercice est simple, se concentrer sur sa respiration. Inévitablement, l'esprit va vagabonder. Le véritable entraînement, c'est le moment où on s'en rend compte et où on ramène doucement son attention sur la respiration. Chaque fois qu'on fait ça, on renforce le muscle de la concentration. Et le deuxième hack, c'est l'exercice physique. Là aussi, l'excuse, c'est souvent j'ai pas le temps. C'est pourquoi le livre met en avant une méthode ultra efficace, le 7 minutes workout. 12 exercices de haute intensité, jumping jacks, pompes, la chaise. Sans aucun matériel. Aucun matériel. Et la science a montré que ce type d'entraînement a d'énormes bénéfices, y compris pour les performances cognitives. Le point commun de toutes ces techniques, c'est le principe du 80-20. Un minimum de temps pour un maximum de résultats? Voilà. Ces habitudes forment un socle, une base solide, qui rend ensuite tout le reste beaucoup plus facile. Ok, donc si je résume, on a l'état d'esprit de bon sceptique, on a renforcé ses capacités de base, tout ça fait une fondation pour quelque chose de plus grand. Pour l'entrepreneuriat. Exactement. C'est la mise en application. Et là encore, l'approche du rebelle intelligent cherche à briser un mythe. Celui de l'entrepreneur héroïque qui risque tout. Le fameux pari de sa vie, oui. Le livre propose l'inverse, une approche inspirée du Lean Startup. On minimise les risques à chaque étape en testant le marché, avant même d'avoir un produit. Pour ne pas passer 2 ans dans son garage à développer un truc dont personne ne veut. C'est ça. La seule question qui compte au début, c'est si j'arrive à créer ce produit, est-ce que des gens sont prêts à payer pour l'avoir? Et comment on répond à ça sans produit à montrer? Par une méthode en 3 étapes. La première, créer un aimant à client, c'est-à-dire offrir une ressource gratuite mais à forte valeur ajoutée, un guide PDF, une vidéo. Voilà. En échange, les gens laissent leur adresse email. Le but, c'est pas d'avoir des milliers d'emails, mais de se constituer une liste de prospects ultra qualifiés. Des gens qui ont un vrai intérêt. D'accord, on a la liste. Et après, deuxième étape, on leur parle. On sonde la liste. On leur envoie un email simple et on pose des questions ouvertes.
Quel est votre plus grand défi sur ce sujet? L'auteur raconte comment il a fait ça pour son blog sur la batterie. En demandant à son audience ce dont elle avait besoin, il a créé un produit qui a fait passer ses revenus de 300 à 3000 euros par mois. On ne devine pas, on demande. On demande. Et on en arrive à la troisième étape, qui peut sembler délicate. Vendre un produit qui n'existe pas encore. Ça peut paraître un peu malhonnête. C'est une excellente question, et la clé, c'est la transparence totale. Il ne s'agit pas de mentir, c'est la validation ultime, la précommande. On présente le produit en détail et on dit clairement « Ce produit n'existe pas encore. Je le créerai si on atteint X précommande. Et si l'objectif n'est pas atteint? Ton monde est intégralement remboursé. » C'est un pacte de co-création. Le livre donne des exemples fascinants, comme la marque de jeans Gustin, qui ne fabrique que les modèles précommandés, ou tout le principe du crowdfunding. Kickstarter, oui. Le robot Jibo a levé plus de 2 millions de dollars alors qu'il n'était qu'un prototype. C'est la validation la plus forte qui soit, hein. Les gens sortent leur carte de crédit. Et l'objectif final, ce n'est pas juste de créer une entreprise, mais un certain type d'entreprise. Les sources font une distinction qui me semble fondamentale entre se créer un job et créer un business. C'est le cœur de la philosophie. Beaucoup de gens qui se lancent en freelance finissent par devenir l'employé le plus corvéable de leur propre boîte. L'homme orchestre. L'homme orchestre, voilà. S'ils prennent des vacances, tout s'arrête. Ça, c'est se créer un job. L'approche du rebelle, c'est de devenir un chef d'orchestre. Quelqu'un qui conçoit des systèmes pour que la musique continue de jouer, même sans lui. Le but, c'est de créer une muse, une entreprise largement automatisée. L'exemple de Warren Buffett adolescent avec le flipper est parfait pour ça. C'est l'exemple parfait. Il achète une machine pour 25 dollars. Il trouve un lieu à fort trafic, un salon de coiffure. Il propose un partenariat simple au barbier, 50-50. Il a créé un système. Son investissement est remboursé en une semaine. En une semaine. Et ensuite, c'est un revenu passif. Avec les bénéfices, il n'achète pas des bonbons. Il achète d'autres flippers. Il ne multiplie pas son travail, il multiplie ses systèmes. Il libère sa ressource la plus précieuse, son temps. Justement, cette libération du temps amène à l'histoire de Thomas et Céline, qui vivent aux Philippines. C'est un exemple frappant. Mais on pourrait objecter que ce n'est accessible qu'à ceux qui peuvent déménager dans un pays à bas coût, non? C'est une objection très pertinente. Leur histoire est une illustration extrême du principe. Mais le principe lui-même est universel. Le but de l'automatisation, c'est pas forcément de déménager, c'est de se libérer du temps pour faire ce qui compte. Pour soi. Pour voyager, passer du temps avec ses enfants. Exactement. Ou se lancer dans un projet artistique, apprendre le violon. Le principe de découpler son temps de ses revenus est applicable partout. Le but n'est pas la paresse, mais l'allocation intelligente du temps. Eux, ils disent qu'ils sont déjà à la retraite. Pas parce qu'ils ne font rien, mais parce qu'ils ont la liberté de choisir à quoi ils consacrent leur journée. En guise de synthèse, le fil rouge, c'est que la voie du rebelle intelligent est moins une recette miracle qu'une méthode, une posture. Oui, ça repose sur une remise en question saine du statu quo, une discipline personnelle et une approche quasi scientifique de la création de valeur. Au fond, l'invitation principale, c'est d'adopter cette posture de bon sceptique. Ne pas croire sur parole, mais tester. C'est tout à fait ça. Et pour ouvrir la réflexion, j'aimerais proposer une dernière pensée. Le livre évoque la croissance exponentielle de la technologie, la loi de Moore, l'impact de l'IA comme Watson en médecine. Oui. Ça nous amène à une question de fond. Le parcours traditionnel, école, travail, retraite, a été conçu au XXe siècle pour un monde stable, linéaire, prévisible. Un monde qui n'existe plus vraiment. Voilà, nous sommes entrés dans un monde où le changement est exponentiel. La question qu'on peut se poser est donc la suivante. Dans ce nouveau contexte, l'approche du rebelle intelligent, flexible, adaptable, basée sur l'apprentissage permanent, est-elle encore une simple alternative ou est-elle en train de devenir, silencieusement, la stratégie la plus pertinente pour naviguer le futur?